Alors je suis très heureux d'accueillir la créatrice de Cœur Sauvage pour une première conversation avant de te convier à t'exprimer plus longuement lors d'une conférence Imagine, dès que nous pourrons accueillir du public. Et en attendant, faisons connaissance. Alors, bonjour Caroline. Bonjour. Avant de me parler de Cœur Sauvage, peux-tu nous raconter brièvement les épisodes précédents et tes chemins qui t'ont mené jusqu'à cette mission d'accompagner les femmes et de leur redonner confiance, énergie et liberté. En fait, bref, un petit flash sur ta vie d'avant Cœur Sauvage. En fait, le fil conducteur de ça, je pense qu'il est pas tant à un niveau professionnel qu'à un niveau personnel. C'est-à-dire qu'il y a eu notamment un événement dans ma vie qui a été important, c'était la mort de ma mère quand j'avais 24 ans, qui est morte à l'âge de 50 ans. Et ça a été un moment qui m'a un peu comme sorti un peu d'une vie un peu toute tracée, où rien ne pouvait m'arriver, où tout était voilà, prédestiné. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder un petit peu quelle avait été la vie de ma mère, à m'intéresser à ce qu'elle avait été, que je ne pourrais plus en fait finalement l'écouter me raconter, et à me dire waouh, ça veut dire que la vie elle peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain finalement pratiquement. Et je me dis mais moi j'ai 24 ans, est-ce que je suis sur mon chemin? En fait, ça a commencé, est-ce que je fais, ça a du sens? Après, ça a mis beaucoup d'années avant vraiment. Oui, parce que j'allais dire, c'est très, très jeune, 24 ans. J'étais très jeune, poser cette question. Oui, mais déjà, ça est venu me chercher sur la mort, en fait. Sur la vie après la mort, etc. Donc la mort qui a créé ta renaissance, à toi? Oui, je pense que cette mort, ça a créé comme un espace de naissance pour moi, en fait. Comme une renaissance, ouais. D'accord. Et un questionnement qui a commencé à me titiller. D'accord. Donc, 24 ans, tu faisais quoi à cet âge-là? À cet âge-là, je sortais de ma vie étudiante, à peine. J'avais fait 5 ans d'études et je commençais ma vie professionnelle. J'étais dans le marketing, la communication, le commercial, en fait. D'accord. Et je commençais mon... Donc, déjà attiré par la communication, l'échange? C'était l'humain, ouais. C'était vraiment le côté humain qui m'intéressait. D'accord. Ouais. Et puis, donc, tu as fait quelques années dans la communication, on va dire? Oui, c'est ça. J'ai été pendant 13 ans dans le commercial, marketing, la communication, ouais, tout à fait. D'accord. Et après, tu en as eu un peu marre de la routine, on va dire, quelque part, c'est ça? Il y a eu deux éléments déclencheurs. Un divorce, assez jeune. Aussi, ouais. Voilà, aussi. 4 ans après, j'avais 28 ans, donc j'étais jeune aussi, parce que c'était à l'âge où mes amis se mettaient en couple et fondaient leur famille. Et moi, encore une fois, il y avait quelque chose qui n'était pas dans l'ordre des choses, comme le décès de ma mère, qui venait me saisir à un moment de ma vie où c'était prématuré. Et donc ça m'a encore plus plongée là, vraiment un peu plus profondément dans la remise en question. D'accord. Et puis j'avais l'impression d'avoir à ce moment-là perdu les manettes de ma vie, quoi. Vraiment finalement ce qui s'est passé avec mon divorce, c'était un peu j'avais l'impression d'être traversée par des choses, c'était un deuxième choc quelque part, comme un deuxième choc, qui me réveillait, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à aller je crois qu'en 2000 il y a eu une autre histoire derrière, et vers 2010, là il y a eu vraiment, donc il y a 10 ans, là je me suis vraiment dit, là il y a un truc, faut que j'aille creuser. Bien sûr. Qui je suis, qu'est-ce qui se passe là en fait dans ma vie, une remise en question. Le boulot, je commençais à me dire, oh là là, je m'ennuie, ça n'a plus de sens. En fait, ma vie manquait de goût, de sens. Il y a moins d'intérêt. Et c'est comme si j'étais en pilote automatique et que là finalement... en fait, il va falloir que je reprenne le pilotage de ma vie, en fait. C'est un peu ça, je dis souvent, il fallait reprendre les rênes de ma vie, mais par quelle bouche prendre les choses. Donc comment s'est passée cette transition vers autre chose, on va dire? En fait, ça a été une exploration intérieure, en fait. Ça a été déjà un travail un peu classique, je dirais thérapeutique, un peu classique. Et puis je me suis, par la parole, et je me suis vite rendu compte que c'était très limité. C'est-à-dire que comme j'étais une personne qui avait une certaine intelligence, j'avais très vite de la lucidité sur les histoires, j'arrivais à mettre des mots sur ce qui se passait, mais je sentais qu'il y avait un niveau que je ne touchais pas. Et en fait, ce qui m'a permis vraiment de toucher du doigt là où j'avais envie d'aller et la profondeur, c'était les sagesses ancestrales. Ça a été au début tout ce qui est sagesse védique à travers le yoga, l'ayurveda, et ensuite ça a été le bouddhisme qui ont été ma première porte d'entrée. Et puis j'ai été aussi mariée avec quelqu'un qui était d'origine indienne, donc il y avait quand même même s'il était de confession catholique et moi-même j'étais de confession catholique, donc la spiritualité, ça m'intéressait. Surtout que moi, j'avais toujours trouvé la religion comme quelque chose de très, très limité et normatif. Et moi, j'ai toujours senti qu'il y avait autre chose derrière.
Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ces sagesses, en fait. D'accord, d'accord. Et alors, donc tu étais à Paris à cette époque-là, je crois? Ouais, j'étais à Paris. Donc tu venais de temps en temps en Bretagne déjà ou Pas non, tout pas de suite, encore. pas encore. Ouais, ça Comment tu as découvert la Bretagne Eh ben, j'ai découvert par une rencontre d'un homme qui est devenu le père de ma fille dans les années... Enfin, c'était en 2015, en fait. Voilà. D'accord, donc enfin, je connaissais déjà la Bretagne. J'étais venue plusieurs fois adolescente et j'étais déjà tombée amoureuse. D'accord, d'accord. Et en fait, là, j'ai reconnecté et c'était comme quand j'étais ado, j'ai fait waouh, c'est vraiment... J'adore être ici. Qu'est-ce qui te plaît dans l'atmosphère breton, on va dire? La nature, ce côté sauvage, ce rapport aux éléments qui est très fort, les sites sacrés où je ressens une connexion ancestrale, à une sagesse, à nous, notre vraie spiritualité druidique qui est encore ici, je trouve, préservée. Exactement, et qui est importante. Et les gens, ils ont à la fois cet instinct de préservation de leur territoire et cette ouverture. Les Bretons sont les grands navigateurs, des voyageurs. Et j'aime ces deux aspects-là. Il y a tout le côté forêt de Brocéliande, Merlin l'Enchanteur. Il y a aussi toutes ces parties-là. Donc c'est ce chemin vers la Bretagne qui t'a permis de retrouver ton cœur sauvage? Eh ben pas tout de suite en fait. Au début en fait j'ai été là où c'est disons, le clin d'œil de cœur sauvage, c'est ça. C'est qu'en fait là où je me suis vraiment sentie à la maison, même si en Bretagne je sentais un peu que c'était aussi à la maison, c'était les Canadiens. Ah oui. D'accord. Ouais. En fait, sans m'en rendre compte, toutes les formations que je faisais, puisque après la thérapie, j'ai commencé à faire pas mal de formations en développement personnel, en coaching, en leadership intuitif. Voilà, tout à petit, je me formais et bizarrement, à chaque fois, c'était des gens qui venaient du Canada. Je me formais parce que je trouvais qu'ils avaient comme un temps d'avance, comme 10 ans d'avance par rapport à ce que je pouvais voir en France. D'accord. Et notamment, de fil en aiguille, j'ai commencé la vie a mis sur mon chemin les sagesses ancestrales amérindiennes, des hommes et des femmes médecines amérindiens. En fait, un peuple qui m'a toujours attirée. Adolescente, je dévorais des livres sur les Indiens d'Amérique. Voilà, il y avait ça et l'Égypte qui était très présent aussi, cette sagesse égyptienne aussi qui m'habite, qui est vraiment très forte. Et Karnak. Hein. Aussi, il y a ce lien. Hein. Et du coup, là, franchement, en fait, ce que j'ai touché, c'est vraiment une reconnexion à la terre et à mon humanité et à mon interdépendance avec tout ce qui vit. D'accord. En fait, et à la cyclicité du vivant, à cette notion de cercle, à mon corps de femme. J'ai été enseignée par des hommes et des femmes, et là, ça a vraiment bouleversé à un niveau très profond mon existence. D'accord. Donc, tu as retrouvé quelque part des nouvelles racines, ou des racines complémentaires, ou, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, c'est des racines. Voilà. C'est l'Ouest, et oui, c'était des racines. D'accord. Une nouvelle source, d'inspiration aussi. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu de ton activité ou de tes activités, celle d'accompagner les femmes à devenir actrices et créatrices de leur vie. Cela est venu de ton expérience personnelle, donc, quelque part. Mais complètement, en fait, à partir du moment où je me mettais couche après couche de prendre des décisions dans ma vie, j'ai pu observer intérieurement ce qui se passait pour moi, les croyances que j'avais à dépasser, les leviers à dépasser, où ça allait me chercher, comment j'étais le fruit de mémoires qui ne m'appartenaient pas, de la mémoire familiale, transgénérationnelle, sociétale, et que j'avais allé voir ces mémoires pour pouvoir passer le cap de quitter un statut de salarié, quitter un CDI, quitter une relation avec laquelle qui me convient pas, faire des choix, poser des choix en ayant cette sécurité intérieure. C'est ça en fait, c'est reposer la base de sa sécurité intérieure. Sur des bases solides. Sur des bases solides, parce qu'en fait, le plus grand chemin c'est ça, c'est qu'on croit qu'on est en sécurité parce qu'on a mis en place dans sa vie tout ce qu'il fallait, le boulot, le CDI, le gros salaire, la maison, et puis moi tout a disparu. Le confort, l'homme qui te soutient. Moi j'ai perdu le boulot, j'ai fait le choix de quitter le boulot, l'argent s'est mis à disparaître, j'ai quitté le père de ma fille avait 2 ans, et là il n'y a plus qu'à se confronter il faut aller chercher ses racines à l'intérieur, et cette sécurité elle ne vient pas de l'extérieur. À partir du moment où on retrouve ce socle, c'est là où se situe la liberté d'action en fait. Parce qu'en fait, ça part de nous. On se reconstruit. On se reconstruit. Voilà, et pour suivre notre cœur, on dit souvent suivre notre cœur, si on n'a pas cette base dans notre corps, et je travaille toujours dessus, c'est difficile de suivre les élans de nos cœurs. Parce qu'il y a plein de choses qui nous parasitent, qui nous conditionnent. Donc, c'est un travail permanent, de toute façon. C'est un travail permanent qui m'emmènera jusqu'à la fin de mes jours, je crois. Exactement. Donc, tu en parlais brièvement tout à l'heure, tu as suivi différentes thérapies, la rencontre avec le chamanisme et d'autres.
Donc, ouais, il y a eu plein de choses. J'ai vraiment fait. Moi, je suis une exploratrice, je suis très curieuse de l'humain et j'ai fait beaucoup de choses. En ce moment, je suis en train. Donc, avec le chamanisme, en fait, j'ai commencé par me relier avec cette famille amérindienne. Et en fait, là, ce que je suis en train d'explorer, c'est le retour à mes racines spirituelles. C'est-à-dire, cette culture celtique qui est encore vivante et qui reprend des enseignements profonds, d'une sagesse profonde qui est présente sur nos territoires, dans l'Hexagone. Et revisiter aussi ce qui a été ma fondation. C'était ma religion, puisque à la base, moi, j'ai été élevée dans le catholicisme. J'ai été grandie dans une école catholique, et je suis en train de revisiter tous les enseignements aussi christiques d'un autre point de vue, et c'est très réparateur et profondément réparateur, parce que on va souvent chercher à l'extérieur, en Inde, au Tibet, le bouddhisme, le chamanisme, mais à un moment donné, pour retrouver sa terre intérieure, c'est dire, ok, mais moi, je suis pas née au Canada, je suis pas née en Inde, si je suis née en France, c'est qu'il y a des raisons à ça. Et donc, ça fait partie du chemin d'avoir le courage d'aller revisiter ce qui nous a construit, et notamment la religion, c'est ce qui m'a construit. Et on est très imprégné, même si on n'est pas catho, on est très imprégné par le judéo-chrétien. Par les racines judéo-chrétiennes. Voilà. Et sur la femme, les racines judéo-chrétiennes ont un impact colossal. En termes de... Pour la femme prenne sa place, c'est terrible. Les traditions familiales aussi, quelque part, donc, auxquelles on n'échappe pas, et c'est difficile de se renouveler, on va dire, de s'en sortir. Tu as fait le choix de dédier ton activité aux femmes, comme tu le dis, est une passeuse, une femme de reliance, qui t'aide à franchir les obstacles et à franchir des passerelles. C'est joli ça, une passeuse, une femme de reliance. Ouais, je me vois vraiment comme une passeuse. Je m'imagine toujours, en fait, les femmes, elles sont au bord d'une rive, et elles sentent qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de la rive pour elles, mais seule c'est dur. Et en fait, voilà. Et moi, je suis arrivée avec ma barque et, et je les emmène sans ma barque pendant quelques temps, quelques mois généralement. Et je l'ai fait traverser sur la prochaine étape. D'accord. Un travail qui se fait aussi dans la nature, parce que tu aimes bien emmener tes, je ne sais pas si on peut dire des patientes. Enfin moi je dis des accompagnés. Des accompagnés à l'extérieur, sur des sentiers. Oui, je les emmène beaucoup dans la nature, parce que la nature, en fait, elle a beaucoup de sagesse à nous transmettre. Tous les éléments, les plantes, les arbres, les minéraux. Et à leur contact, si on rentre en conscience avec eux, rien qu'à leur contact, ça nous transmet naturellement beaucoup de choses. La force des arbres. Les arbres. Chaque arbre a son énergie, chaque menhir, je pourrais vivre 1000 ans à Kardec. Chaque menhir m'enseigne quelque chose de différent, vient me chercher à un endroit différent, c'est une richesse énorme. Il y a comme une magie quelque part, ou je sais pas, mais... il y a comme une magie, une sagesse qui se passe au contact de la nature, comme si ça nous soutenait dans ce processus. C'est comme si c'était des guides, des anciens qui nous disaient... Ok, petit humain, petit frère humain, t'es un peu perdu, mais moi j'ai beaucoup de choses à t'enseigner, écoute-moi. C'est ça, c'est exactement, puis on puise des forces, donc c'est bien. Complètement. Donc le but est de reconquérir une confiance en soi, de se libérer de ses prisons intérieures, et puis de retrouver un certain pouvoir personnel aussi. Complètement. Son pouvoir personnel et passer du pouvoir à la puissance. Voilà, c'est ça, d'accord. Parce qu'en fait, on est dans une société où le pouvoir est présent, mais on est dans un abus de pouvoir permanent. D'accord. Dans la façon dont on se nourrit, dans la façon dont on vit, dans la façon dont on se juge intérieurement. Enfin, tout est abus de pouvoir partout. Et l'idée, justement, c'est de sortir de ces abus pour retrouver quelque chose qui est de la puissance qui vient du cœur et quelque chose qui a pour intention de vivre en harmonie, en fait. Et avec les autres humains, avec la nature. Alors que là, en fait, on prend sa place en écrasant la nature ou l'autre. C'est vrai. Parce que, en fait, on agit à partir de nos blessures, et c'est nos blessures qui guident... je me mets encore dans nos, parce que j'en ai encore plein. C'est nos blessures qui guident nos vies. Et en fait, c'est pas juste, en fait, on est dans un triangle, là, bourreau, victime, sauveur, c'est un mec qui nous anime, et c'est pas le bon endroit pour agir. Faut transformer le négatif en positif quelque part aussi, donc c'est ce qui est important. Il faut apprendre à l'aimer. Passer de l'ombre à la lumière aussi. Ouais, c'est ça. Aussi, Et alors, comment se déroule cet accompagnement, qui peut être soit individuel, soit en groupe, je crois? Là, en ce moment, contexte oblige. Non, je fais groupe aussi, mais c'est plutôt en ligne. En ligne aussi, bien sûr. Donc, j'accompagne individuellement. Je fais des séances de 2 heures déjà, où les personnes ont, juste pour prendre connaissance. Après, celles qui veulent, je les accompagne sur 9 séances, sur plusieurs mois. Et après, je fais des accompagnements de groupe aussi. J'ai des cercles que je suis pendant plusieurs mois. D'accord. Quelles sont les femmes qui viennent te voir, qui te consultent? Des femmes qui sentent qu'elles sont à un cap, elles ne savent pas comment s'y prendre, elles sont soit perdues, soit elles ont envie d'aller plus loin, mais elles n'arrivent pas à passer
elles passaient l'étape. J'attire aussi pas mal les femmes qui ont une blessure d'abus émotionnel, psychologique ou physique. Soit conscientes, soit inconscientes en fait, et qui ont été très abîmées dans leur confiance, dans leur estime d'elles-mêmes et dans leur puissance. Moi-même ayant été abusée ayant connu l'inceste dans mon système familial, je suis très contente d'ailleurs qu'en ce moment dans l'actualité toutes ces choses remontent. C'est très important de reconnaître l'inceste, c'est colossal en fait, même si on l'a pas vécu soi-même dans une lignée. L'inceste est souvent présent et on a besoin vraiment d'avancer sur ces sujets parce que c'est extrêmement destructeur et ça empêche beaucoup de gens de mener leur vie en fait. Elles sont tenues par cette blessure. Donc j'attire forcément, ayant été marquée par cette expérience, ayant été dans une famille où il y a eu beaucoup d'abus à répétition et d'inceste, j'avance sur ce chemin moi-même, donc j'attire à moi aussi des femmes qui ont connu ça, de manière consciente ou inconsciente, parce que le problème de parfois l'abus physique, c'est que c'est caché. Oui, c'est ça. Ça reste caché, c'est une mémoire traumatique. Donc... C'est comme une prison un peu intérieure. Voilà, le mental nous protège, donc parfois ça met des années à ressurgir. Quand ça ressurgit, c'est pas confortable, mais ça permet de sortir de pouvoir entremer un vrai chemin de guérison en fait. D'accord. Donc tu as des femmes qui ont ces problèmes, puis d'autres femmes qui ont encore d'autres problèmes liés au travail. Oui, elles sentent que leur boulot leur convienne plus, qu'elles veulent ras-le-bol. Ou alors elles sont. J'ai beaucoup de gens, de personnes en ce moment, de femmes qui ont déjà quitté le monde de l'entreprise finalement parce que ça leur convenait pas, qui sont entrepreneurs, même guérisseuses, et qui ont envie de s'expanser dans leur entreprise aussi. D'accord. Parce qu'en fait, les femmes sont aussi très limitées. Quand elles se lancent en tant qu'entrepreneurs, elles se mettent beaucoup de plafonds. D'accord. Donc les femmes se payent très mal. Oui, et puis elles ont leur vie de famille à gérer. Et voilà, donc il y a tout l'équilibre maternité, entrepreneuriat, l'équilibre avec le couple. Tout à fait. Tous ces sujets, Quelle est la place des hommes dans cette démarche? Eh ben en fait, les hommes sont présents. En fait, c'est pas forcément mis sur mon site, mais j'accompagne aussi parfois des hommes. Je les ai pas mis parce que c'est mon chemin de femme et c'est ce qui m'anime. La place des hommes, elle est essentielle pour moi. Elle est déterminante. Et en fait, j'accompagne des hommes de temps en temps. J'accompagne les femmes parce que j'ai des problématiques que j'aborde qui sont plus féminines, notamment sur la cyclicité, le cycle féminin, etc. Mais les hommes sont en vrai chemin aussi. Ils sont aussi perdus tout repère par rapport à leur masculinité. Aussi cherchent le sens. Donc en fait, ils ont les mêmes problématiques. Et puis on a tous ce féminin masculin intérieur. Donc en fait, c'est la même chose. Et par exemple, moi, justement, je me considère pas vraiment comme une féministe. Je me considère plutôt comme une humaniste en fait, parce que je pense que il faut vraiment qu'on avance tous ensemble et que par exemple les hommes osent aussi parler, osent défendre en fait les combats. Et les combats, c'est les combats pour plus d'humanité en fait, quels qu'ils soient en fait. Et pour moi, les hommes, en fait, ils ont toute leur place parce qu'ils sont très abîmés aussi. Ils sont très abîmés dans la société parce qu'ils ont une charge énorme faut porter ce costume de celui qui porte la famille, qui doit ramener de l'argent. Ils ont parfois moins la latitude de faire ce qu'ils veulent aussi vraiment parfois. Alors que la femme, parfois, après une grossesse, elle peut se dire, je fais une pause, etc. Et un homme, parfois, il est dans un tunnel et les hommes souffrent. Il y a beaucoup d'hommes qui se suicident, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc il y a une souffrance chez l'homme que je reconnais et que j'intègre entièrement. Et moi, mon souhait, c'est qu'à terme, je puisse justement avancer aussi avec les hommes et faire des choses mixtes. Mais j'ai besoin d'avancer avec ces femmes blessées pour que déjà elles puissent accueillir l'homme avec du bon endroit. D'accord. Pas de leur part blessée. Bien sûr, oui. De toute façon, il y a une complémentarité homme-femme. Ah bah elle est essentielle, on l'a en nous, donc c'est celle-ci qu'il faut faire danser. Alors, j'ai vu que tu avais créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Souveraines. Les Souveraines, C'est quoi? Les Souveraines, en fait, c'est un groupe Facebook où on se retrouve entre femmes, en fait, où je leur fais des transmissions sur mon chemin de vie, sur ce que je traverse, et je leur fais aussi des soins de libération à distance, d'activation,
où elle partage, elle se confie, et on avance main dans la main pour reprendre la souveraineté dans notre vie, et pour pouvoir décider un petit peu du bon espace avec le cœur, et pouvoir avancer dans nos vies. Et donc, il faut s'inscrire sur ta page ou je sais pas. Oui, en fait, c'est un groupe Facebook, les gens s'inscrivent, demandent de s'inscrire au groupe, les souveraines. D'accord. Et ça, tu l'as créé récemment? Je l'ai créé au moment du confinement. Ah oui, donc... Ouais, c'est récent, au moment où il y avait besoin de se retrouver. Ça a déclenché plein de choses. Ça a déclenché plein de choses. C'est le côté positif, on va dire, du confinement. Tu as aussi un cahier d'inspiration avec 5 rituels pour se relier à la nature. Ouais, c'est très important pour moi de passer par la nature pour reprendre conscience qu'on a les éléments en nous, la terre, l'eau, l'air, le feu. D'accord. C'est indispensable. C'est la vie, quoi. Exactement. Et j'ai noté aussi service de médecine holistique et alternative. C'est quoi? Médecine holistique et alternative, ça veut dire que moi, je prends l'humain comme un tout. Et dans toutes ses dimensions. Donc il a un corps physique, mais il a aussi plein de corps, et c'est aussi un être spirituel, c'est aussi un être émotionnel. Je prends l'humain dans tout. Et alternative, parce que aujourd'hui ça s'appelle alternative, mais pour moi demain j'aimerais que ça s'appelle plus alternative, quoi. C'est que pour moi toutes ces médecines ont le droit d'exister, de se relier entre elles, et elles sont complémentaires. Et elles sont complémentaires, elles se relient. Elles sont naturelles, en fait. J'ai lu une phrase sur ton site qui me plaît bien, c'est oser suivre la voie de ton cœur sans compromis. Oui. Voilà, donc il ne faut pas faire des compromis. Ouais, il y a quelque chose, en fait, il faut éviter la complaisance. Oui, et ça c'est un piège de l'ego, et pour pouvoir vraiment suivre là où ça nous appelle. Rester soi-même. Même si ça ne plaît pas. Dans sa nature profonde, quelque part. C'est ça. Donc tu as un site qui s'appelle carolinecoeursauvage.com, sur lequel on trouve aussi un lien vers ton blog. Ouais. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses. Ouais. je le nourris moins en ce moment parce que je suis plus dans les vidéos sur ma page, mais il y a un blog. Ouais. Alors pour terminer, comme je termine souvent les entretiens, par un mot et un verbe qui te sont importants, qui résonnent en toi. Le mot par exemple, c'est quoi? Il y a le amour et aimer, c'est quand même venu quelque chose. Bien sûr. Aimer c'est important parce que et déjà je trouve que le chemin de s'aimer soi, c'est vraiment la base, en fait. C'est l'essentiel. C'est difficile d'aimer les autres quand on s'aime pas soi. Carrément, oui. Et vraiment s'aimer. C'est vraiment ça. Même dans nos pardons, justement, il y a quelque chose à aimer dans ces pardons. Parce que, en fait, ces pardons, elles nous aident aussi parfois elles nous ont aidés, elles nous aident parfois à dépasser des situations de la vie où on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut les remercier pour ça aussi. Sûr, oui. Alors, je voudrais aussi, là, c'est une autre question un petit peu nouvelle que je propose. C'est une chanson ou une musique qui t'illumine quelque part. J'imagine qu'il me vient forcément, là. La première qui me vient, c'est marrant, parce qu'en ce moment, c'est une chanson que je chante beaucoup. C'est Dembo de Vianney. Et justement, ça fait un lien avec ce que je viens de dire, c'est s'aimer soi. Tu pourrais chanter Alors, faut que je retrouve le refrain. Je suis comme Dembo, je ne fais que voler par-dessus mes défauts. Je suis comme Dembo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Un éléphant moins qui ne se trompe pas. Je sais plus. En fait, c'est s'aimer soi, quoi. C'est vraiment c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. En plus, tu chantes bien. Et je chante, en fait. Et tu aimes chanter, je suppose. Oui, j'ai fait du chant lyrique. J'ai chanté dans un chœur de 40 femmes à Bordeaux. Super. Et je soigne. Un de mes dons, c'est que je soigne avec ma voix. D'accord. Et avec des instruments. C'est excellent, ça. Et j'aimerais rechanter ici. Il faut. Et chanter, c'est extrêmement guérisseur. Une terre de chansons, de marins et autres. Et c'est extrêmement guérisseur, et je crois que dans cette nouvelle ère où on est, c'est même pour moi fondamental, le chant, parce que le chant nous permet de libérer notre voix dans tous les sens du terme. D'accord. Bravo. Voilà. Bravo et merci beaucoup pour cet entretien. Merci. On a fini un petit peu avant. Voilà. Parfait. Merci Caroline. Merci. Et à très bientôt donc sur le site internet de Imagine. À bientôt. Au revoir.